Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui à une découverte qu'on va faire ensemble, puisque j'ai pas préparé quoi que ce soit, sur le framework Accentix. Donc c'est un framework sur lequel j'avais déjà travaillé, enfin sur lequel j'avais déjà fait une vidéo qui était en version 1. Là, il y a quelques temps, ça fait quelques mois maintenant, la version 2 est sortie. On est en version 2.21 et je me suis dit que ça serait pas mal de la découvrir avec vous. Donc c'est une vidéo qui est enregistrée dans les conditions du direct, sans aucune lecture de la documentation à l'avance. On va le découvrir ensemble. Donc de base, Accentix c'est un framework, donc CSS de type Bootstrap, Tailwind CSS, Materialize, Bulma et ainsi de suite, qui est basé, qui est créé par des Français, donc ça peut être intéressant, et qui est basé sur le principe de la grid. Donc ils utilisent principalement le display grid, et donc c'est un framework responsive bien sûr. Donc sur le principe, on va aller regarder la documentation, on va installer Accentix directement par l'intermédiaire des CDN pour la démo, mais vous pouvez utiliser npm, yarn également, vous pouvez tout simplement télécharger les fichiers si vous le souhaitez. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont incluses dans la doc, tout est indiqué. Vous avez un template de démarrage, vous avez les fontes éventuellement, et ainsi de suite. Donc sur le principe, je vais juste utiliser les CDN. Donc j'ai créé un projet qui est ici, avec, hop là, je vais y arriver, c'est lui, donc qui est vide pour l'instant, mais juste pour voir si Accentix se met bien, on va mettre un titre, voilà, et donc quand Accentix sera chargé, normalement la police de caractère va changer. Donc je vais sur la doc, je copie le link, je vais le coller ici, dans mon head, et donc déjà de base, vous voyez, la police de caractère a changé. Si je commente, vous voyez la différence. Donc ça veut dire que le CSS est chargé. Bon, Accentix vient également avec un certain nombre de choses en JS, donc je vais copier également la balise script, je vais la coller, et donc comme moi je mets mes scripts dans le head, je n'oublie pas d'ajouter le petit attribut defer pour que le script soit exécuté après le chargement de ma page, et donc pour ne pas ralentir le chargement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Accentix? Donc déjà de base, si on regarde un petit peu dans la documentation, là sur le côté gauche, on va retrouver donc des informations générales donc sur la gestion des couleurs par exemple. Donc on nous parle des backgrounds, donc les backgrounds de couleurs. Donc vous voyez que ici il y a un blue, ici il y a un Air Force. Donc on met juste le nom de la couleur pour dire que c'est le background. Si on veut du texte d'une couleur particulière, on va dire texte et la couleur qui nous intéresse. Pour les bordures, on va avoir BD, BD donc comme ici, pour faire ici une bordure basse par exemple. Après on a des light et des dark, donc texte gray, texte dark 4, ça va permettre de changer directement la quantité en fait de gris. On va avoir également donc toute la palette, si vous regardez, il y a toute une palette de couleurs directement disponible. Donc ça c'est pour les couleurs. Donc si par exemple mon H1, donc je vais réduire ça, hop. Si mon H1 je veux lui changer la couleur ici, et bien hop là, je vais zoomer. Eh bien je vais mettre ici classe égale, et donc texte blue par exemple, et donc j'ai mon texte bleu. Si je mets purple, purple n'existe pas. Donc vous faites pas n'importe quoi, bien sûr. Vous allez avoir une palette comme ça. Et donc c'est pour faire du purple, ça va être du magenta par exemple. Ou alors vous allez devoir créer vos couleurs par vous-même. Donc si je mets magenta, hop, voilà, donc j'ai la couleur qui a changé. Donc ça c'est pour les couleurs, donc c'est assez simple. Ensuite vous avez la Grix, donc ça, la Grix, ça va être le système de grille justement.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment tout ça va fonctionner. Et ça va fonctionner également avec un certain nombre de breakpoints. Donc pour connaître, pour comprendre en fait tout ce principe de grille, avec le responsive, avec les lignes, les colonnes, vous voyez, vous pouvez faire de l'imbrication, vous pouvez changer les positions et autres, il faut connaître les breakpoints qui sont ici en bas. Et donc c'est des breakpoints un petit peu comme Bootstrap également, hein. Donc vous avez XS, SM, MD, LG et XL. Donc si vous mettez XS, c'est le fameux premier élément, c'est du mobile first. Ensuite vous avez SM, c'est à partir de 600 pixels de large, puis 960, puis 1280, puis 1920. Donc là, ce sont les breakpoints. Et donc quand on regarde ici XS4, ça veut dire que dès le départ, dès la plus petite taille, on fait 4 colonnes. Donc là, si je voulais faire une démo, eh bien, je vais faire par exemple ici une div, donc Grix. Et là, à l'intérieur, je vais mettre des divs avec des bordures bleues. Et j'en mets 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et puis j'ai oublié de mettre hop, 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 PD solide pour mettre voilà, le tour. Donc là j'ai mes 4 colonnes qui sont créées. Et donc là si je mets XS4 comme c'était indiqué, mes colonnes se mettent l'une à côté de l'autre. Mais si je veux 2 colonnes, bah, je vais mettre XS2 et je vais avoir mes colonnes comme ceci. Et si je fais X, alors je vais pas faire X, mais je vais faire MD2 LG3 et alors je vais faire le XL4, mais le XL c'est à partir de 1920, donc ça risque de pas forcément bien fonctionner. Donc là je vais le mettre en plein écran, donc vous voyez que je suis ici sur 2 colonnes, donc MD2. Ensuite j'ai mon LG3, donc si je regarde ma Grix, c'était tout en bas. LG c'est à partir de 1280 de largeur. Et ensuite je vais avoir XL qui vont être à 1920. Donc si je regarde ici, vous voyez, vous avez MD3, LG4, c'est exactement l'exemple que j'ai pris. Enfin, c'est similaire, donc je vais dézoomer. Et donc là, je suis au bon zoom, donc 1920, j'ai bien 4 colonnes. Et si jamais j'ouvre en mode responsive, en mode adaptatif, vous voyez, donc là, 320, je vais jusqu'à 599 comme ça, à 600, il me le prend pas, donc tiens, 600, il prend rien. Qu'est-ce que j'ai... si pourtant, normalement c'est censé le faire. Alors, j'ai peut-être un petit bug quelque part, hein. Si je mets 800, ah c'est mon mode adaptatif qui a pas l'air de 1000. Ah si, 1000. Donc qu'est-ce que j'ai je me souviens plus ce que j'ai écrit d'ailleurs. J'ai fait MD2 LG3. Ah oui, c'est LG3. Donc j'étais à 2, donc ça c'était bon. MD2. MD2. Donc mon MD commence à... c'est la doc que je veux. Mon MD commence à 960. Voilà. Donc j'ai oublié le SM en fait. C'est ça que je testais. Donc le MD à 960. Donc ça veut dire que là, si je mets 959, je suis à une colonne. Et 960, je suis à 2. Puis 1279, parce que ça doit être 1280. Voilà, 1280, j'ai bien mes 3 colonnes. Vous voyez, donc le mode responsive, ça fonctionne de la même façon que pour Bootstrap par exemple, hein. Au niveau des composants, c'est à peu près identique par rapport à ce qui se faisait, à ce qui se fait sur d'autres frameworks. Donc si vous maîtrisez un framework, c'est assez facile de maîtriser, d'en maîtriser d'autres. Donc là, je fais ma Grix et en fait, à l'intérieur, après, je vais pouvoir ajouter autant de lignes que nécessaire pour faire mon fonctionnement. Et donc si
Si je vais en grand écran, ouais, voilà ce que ça donne. Donc sur le principe, c'est assez simple à prendre en main. La grille, ça n'a pas changé entre la version 1 et la version 2, à part directement les breakpoints. Et donc c'est relativement simple. Donc après, vous allez pouvoir donner des tailles de lignes et de colonnes. Donc c'est l'avantage du display grid en fait. C'est que là par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 dans l'ordre. Et on dit que la 2, en fait, c'est une colonne en XS qui fait 3 de large, et en MD elle fait 2 de large, en SM elle fait 3 de large, et en ligne, pardon, la ligne en SM elle fait 3 de haut, et la ligne en MD elle fait 2 de haut. Donc on va pouvoir déterminer la hauteur de ligne et la largeur de colonne par rapport aux autres. Donc là, ce que je peux faire, donc c'est dans mon code ici, donc je vais afficher à côté, hop, et donc comme j'ai pas beaucoup de contenu, je vais faire, tiens, 4 colonnes, et je peux décider par exemple que la deuxième ici, c'est une colonne en XS2, et donc celle-là fait la taille de 2 autres. Donc la 2, elle fait 2 colonnes. Si je veux qu'elle fasse 3, elle va faire 3 colonnes. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on va travailler. Donc par exemple, si je veux également que la 5, elle fasse la largeur de 2 colonnes, bah, je vais mettre col XS2, et elle va faire la largeur de 2 colonnes. Et donc si par exemple la 4 doit faire la hauteur de 2 lignes, bah, je vais mettre O. Alors je mets tout en XS parce que je travaille sur une petite taille d'écran, hein, et donc là vous voyez que donc ma 4 fait exactement ce que j'ai demandé. Donc sur le principe, c'est presque plus facile que d'autres frameworks. Donc ça c'est la grid, et sur le principe, hein, donc appelé Grix, hein, pour Accentix, Grix, c'est l'idée. Ensuite, on a l'initialisation de JS. On va voir que dans certains composants, on va avoir besoin d'initialiser JS. Et ensuite, vous avez des layouts. Donc, c'est des présentations en fait qui vous permettent de gérer l'affichage de votre page. Donc là, celui qu'on voit ici, c'est Basic Layout. Et donc là, si je prends carrément tout ce code et que je vais le coller. Alors je vais peut-être pas tout prendre, parce que je vais prendre que body, parce que sinon je vais avoir un souci. Même pas, je vais m'arrêter avant à footer. Donc vous remarquez qu'il y a une classe dans body. Voilà, et donc si je fais ça, je copie le layout, et bien j'ai un... Hop là, ça a changé d'écran. J'ai un modèle en fait de layout tel qu'il était à l'écran. Donc là, si par exemple dans mon main ici, je fais une div avec un lorem 10 000, oh, je vais faire 1000 peut-être, ça suffira, même pas. Hop, il y a du monde là-dedans. C'est juste histoire de vous montrer comment ça va faire pour défiler. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Donc là, voilà, vous avez une barre de menu qui est ici. Donc vous voyez que c'est survolé. Hein, donc vous avez le logo qui est là, et vous avez un footer qui a été donné. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, donc il y a un autre layout, c'est le layout avec une side nav. La side nav qui est là sur le côté gauche. Donc là, ce layout là, donc vous voyez que la classe c'est layout side nav. Donc je vais reprendre tout ce contenu. Hop. Alors je m'embête pas à retaper du contenu, puisque l'idée c'est vraiment de montrer un petit peu comment tout ça s'articule. Et donc là j'ai ma nav qui est sur le côté ici. Cette nav,
Si on regarde, hop, je vais réduire un petit peu la largeur. Hop là, vous voyez qu'il y a un moment où ma nav, elle disparaît. Et donc ils ont mis un bouton dans l'exemple qui vous permet de le faire apparaître. Donc c'est tout l'exemple est codé hein, pour vous montrer un petit peu comment tout ça s'articule. Et donc sur le principe, c'est assez simple. Hein. Vous avez dans votre header la nav qui est la nav supérieure. Ensuite, vous avez une div qui correspond à la side nav elle-même. Et donc sur le principe, après, le bouton avec un data target sur la side nav qui permet donc de lui dire bah, ouvre la side nav. Donc tout est assez cohérent et assez similaire à la version 1 pour cette partie-là. Bon après vous avez la side nav fixed, donc celle-là, vous voyez qu'elle reste fixe sur le côté gauche, et vous avez under navbar où en fait donc vous avez la navbar qui reste présente et les deux navigations droite et gauche qui restent présentes également. Maintenant, un framework CSS, ce que les gens attendent dedans, c'est aussi des composants. Donc dans la partie components, eh bien, on a pas mal de choses. Donc vous avez les alertes. Les alertes, ce sont les barres qui permettent de me dire c'est créé avec succès ou ce genre de choses. Donc ce que je vais faire, hop, je vais mettre ça dans mon main à côté du bouton. Voilà. Et vous voyez que j'ai mon alerte qui apparaît ici. Donc cette partie-là. Donc je n'ai pas dit, mais ici vous avez hide MD up. Ça permet de masquer le bouton pour les tailles MD et au-dessus. Donc ce sont des classes qui permettent de faire du display et du display none également. Ensuite, bon, vous avez les mêmes mais avec des bordures. Vous avez la possibilité d'ajouter des icônes. Donc les icônes, c'est Iconify, hein, qui est la classe qui est utilisée. Vous avez ensuite les button groups. Donc les button groups, c'est des groupes de boutons comme ça. Donc qui sont les uns à côté des autres, qui sont collés. Donc c'est quelque chose qu'on voit pas très très souvent. Hein. Donc c'est un groupe de boutons comme ça. Ça peut être sympathique. Les boutons eux-mêmes. Donc les boutons, c'est pas très très surprenant, c'est une classe BTN. Ensuite vous avez une classe, donc, par défaut il propose une classe Shadow 1, donc c'est ce qui permet de mettre une petite ombre sur le dessous. Rounded 1 c'est pour la taille de l'arrondi, et Blue la couleur. Le Circle Button c'est pas mal aussi, hein, c'est un bouton avec une icône à l'intérieur, donc ça c'est pas mal. Vous avez le Press Button, vous voyez que on a l'impression qu'il est un petit peu en relief. Même chose pour le rond, donc c'est btn-press. Le Outline Button, donc un bouton directement avec le trait uniquement. Et donc vous avez la classe btn Opening pour un petit effet comme ceci. L'Invert Outline, donc c'est un outline inversé, donc c'est pour inverser par rapport aux couleurs. Le rounded. Ensuite vous avez des tailles, le normal, donc ça c'est le petit, small, là c'est le normal, et là c'est le gros, le large. Et là en circle, la même façon. Ensuite vous avez le bouton active, si vous mettez la classe active, il devient un petit peu plus, comme s'il était survolé. Les boutons désactivés, et puis après vous avez les variables par défaut. Ensuite, ce que vous avez assez souvent également, ce sont les cards. Donc ça, on retrouve ça un peu partout, hein, donc je ne vais pas forcément passer énormément de temps dessus. Le Carolix, donc c'est le carrousel en fait, donc qui a été nommé Carolix. Donc de la même façon que dans les autres types de framework, vous allez avoir donc une div principale, ensuite on a les commandes, et ensuite on a les différents éléments. Ensuite vous pouvez également donc mettre des boutons à l'extérieur,
Donc là, les boutons en fait ont été mis directement avec des attributs on-click qui permettent de faire des méthodes prev et next pour faire des défilés depuis l'extérieur du carrousel. Après, vous avez le carrousel à éléments multiples qu'on retrouve pas vraiment tout le temps dans les frameworks, donc qui défilent 2 par 2 pour cet exemple. Vous allez retrouver après toutes les options en fait qui vont vous permettre de paramétrer votre carousel. Donc animation duration, donc ça c'est pour le temps de défilement par exemple. Back to the opposite, c'est est-ce qu'on rembobine. Enable touch, est-ce qu'on utilise le tactile. Et ace, c'est pour fixer la hauteur du carrousel à une taille précise, ce qui manque quelquefois dans certains cas. Voilà, donc ça c'est le carrousel. Le collapsible, donc c'est donc les boutons comme ceci qui permettent d'afficher un contenu complémentaire. Donc avec une side nav par exemple, avec pas mal de choses. Les drop-down, donc un bouton avec un menu drop-down. Donc ça, si vous voulez mettre ça dans une barre de navigation par exemple. Le FAB, Floating Action Button, donc c'est le bouton qui est maintenant ici en bas à droite vert. Et donc ce bouton, c'est un bouton d'action flottant. Et donc vous voyez que ça ouvre un menu avec différentes actions sur le côté. Donc ça pareil, on ne le retrouve pas très très souvent. Le footer, donc un footer tout fait. Et il vous propose un certain nombre de choses pour le styliser. Vous avez ensuite les icônes. Donc il y a un certain nombre d'icônes. Donc c'est Iconify Inline. Et donc c'est les les material design icons donc qui sont utilisés. La lightbox, pareil, on ne trouve pas ça partout. Donc j'ai une image, je clique dessus, ça la zoom. Donc on peut également avoir un commentaire dessus. Et donc vous avez un certain nombre de propriétés qui peuvent être générées. Loading, donc des spinners. Donc là pareil, ça peut être utile. Donc après il y a aussi les barres de chargement comme ceci ou comme là. Donc ça peut servir. Les modales, donc ça on retrouve ça partout. Donc là pareil, il y a un certain nombre de modales et d'exemples de modales différents. La navbar, donc là vous avez une navbar simple. Vous avez des navbars avec des variantes en survol. Une navbar avec le logo au milieu, une navbar qui reste fixée en haut de l'écran. Et donc après, il va falloir travailler sur la personnalisation de vos navbars. Les outils de pagination, donc différents éléments. Je vais pas passer énormément de temps sur tout, c'est vraiment une découverte. Donc les Scroll Spy, donc c'est ce qui va vous permettre de détecter à quel endroit vous vous trouvez dans la page. Donc c'est ce qui se passe en fait ici sur le côté droit. Quand je défile, automatiquement il active l'option sur laquelle je me trouve. Donc c'est ça un Scroll Spy. La side nav, donc là on en a parlé déjà. Le skeleton, donc c'est un squelette donc de chargement. Donc c'est un certain nombre de petits éléments qu'on peut utiliser. Donc les tables, donc là il y a un certain nombre de de mise en forme de tables qui existent. Les onglets, pareil, donc vous pouvez changer les contenus en cliquant sur les différents onglets, donc ça c'est quelque chose qui est assez pratique. Vous allez avoir les tags, donc c'est pour faire des mots-clés, des tags qui peuvent être enlevés avec donc là, un petit bouton close. Un switcher de thème,
Donc il y a possibilité de switcher, en fait, de nommer des thèmes. Donc là, un thème dark par exemple, euh, et on peut changer le thème tel qu'on pour passer à un mode sombre par exemple. Les toasts, donc c'est les alertes comme ceci. Elles s'empilent automatiquement et elles s'en vont au bout d'un certain temps. Et on a une petite barre en fait en bas, hein, donc je vais vous le remettre. Il y a une petite barre de chargement ici en bas, on l'aperçoit. Et quand elle arrive au bout, ça s'efface. Donc il y a un exemple un petit peu plus cohérent, un petit peu plus simple, et avec également la possibilité de le fermer. Donc il y a différents exemples de, de toast, donc d'alerte, de notification. Les tooltips, donc ça c'est quand on survole, vous voyez comme là, je survole, donc ça permet de le mettre à droite, à gauche, comme on veut. Et les waves, donc là vous voyez quand je clique, ça fait, si vous voyez le petit effet de couleur. Pareil sur des images. Et après vous pouvez changer un certain nombre de paramètres. Donc ça c'est toute la partie composant. Et vous avez également la partie formulaire. Et donc c'est une chose que je trouve intéressante au niveau d'Accentix, c'est que bon, bah, les formulaires, vous connaissez le principe des formulaires, hein. Donc si je copie-colle un formulaire dans mon code, hop, dans mon main ici, voilà, j'ai mon formulaire, donc directement, donc là c'est des checkbox, mais donc j'ai juste repris ça, hein, directement. Mais sur le principe, ils sont donc là l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple sur du material design. Mais si j'enlève le form material qui est écrit dans la classe form, donc j'ai mon formulaire classique. Donc si je mets par exemple un input, alors je vais reprendre un exemple, les inputs comme ceci, je vais prendre juste un form field comme ça, hop, je vais le mettre à la place de lui, je vais mettre ça en dessous, voilà. Donc là je vais avoir mon champ ici, vous voyez qu'il y a une mise en forme bien particulière, il y a une ombre et autres. Et si jamais je remets le form-material à l'intérieur donc de ma balise form, j'ai mon formulaire en material design. Donc c'est fait directement de cette façon-là. Donc il suffit de mettre la classe form material et on va avoir la possibilité d'avoir notre formulaire en material design. Donc après vous avez un certain nombre de choses, hein. Il y a beaucoup d'exemples qui sont par défaut avec le material design. Mais après vous avez des select, vous avez des switch. Et donc les switch par défaut, hein, c'est juste des checkbox, hein, sur le principe, hein, un switch fin, des différentes tailles de switch plus ou moins gros. Vous avez le text area, donc la zone de texte classique, et la validation de formulaire également, donc avec les messages directement qui permettent donc de valider ou pas le contenu des champs. Ensuite, bon, il y a des tendances qui sont également mises en avant. Le new morphisme, le clémorphisme, le glace morphisme. Donc new morphisme, ça va être tout ce qui est couleur, ombre et autres. Vous voyez, ce sont des designs un petit peu comme cela, avec des ombres.
avec donc il y a un builder qui vous permet de créer. Donc vous voyez, c'est un exemple ici en new morphisme. Vous avez donc le clémorphisme, c'est tout ce qui va être un peu argileux, ce genre de choses. Donc est-ce qu'on a un exemple au niveau du clémorphisme? Je suis pas sûr. Bah si, celui-là en fait, ça c'est du clémorphisme. Et vous avez le glace-morphisme où on va être dans les transparences et ce genre de choses. Donc il y a des exemples qui vous permettent donc de travailler un petit peu sur ces designs-là. Ensuite, vous avez les utilitaires. Donc tout ce qui est utilities, donc pour les alignements. Donc si vous voulez faire du centré, du top, donc il y a du flexbox avec FX. Et donc vous allez avoir les Justify Content et ainsi de suite qui vont exister. Vous allez avoir tout ce qui est bordure, où vous avez un certain nombre de tailles, les styles. Vous allez avoir la possibilité, alors ça c'est intéressant parce que vous pouvez changer les bordures en fonction du côté. Ça c'est pas mal. Donc border top, et vous mettez une valeur et pour donner sa taille. Et donc là par exemple on a une top certainement 1, une left right 1, bottom 2 et left 3 certainement. Donc on va voir, donc on a top 2, ah non c'est top 2, 2, 3, 4 et 5, donc c'était même pas 1. Les breakpoints, donc ça c'est les différents breakpoints qu'on utilise. Les boutons close, donc c'est ici la petite croix, donc ça va être également les petites poubelles. Vous allez avoir donc tout ce qui est display, donc pour masquer des éléments. Hide et hide. Donc hide SM down, c'est je masque à partir de small vers le bas, donc vers les plus petites tailles. Et hide LG up, je masque à partir d'LG vers le haut, donc vers les tailles les plus grandes. Donc ça c'est vraiment pratique parce que on peut choisir dans quelle direction on va afficher ou masquer. Et après vous avez des blocs, flex, grid, table, donc tous les displays en fait qui existent. Vous avez un bout de flexbox quand même, hein, avec les flex colonnes, les flex row, flex wrap. Ensuite tout ce qui est survol également. Donc vous avez des classes, donc là par exemple les links qui sont survolés. Et ensuite vous avez là une classe donc over BG dark qui est pour changer les couleurs de fond. Donc là over text dark c'est ici donc quand je survole le texte. Donc là c'est quand je survole le fond. Vous allez avoir les over BG et over text donc qui sont expliqués ici. Côté JavaScript, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, hein, je vous laisserai découvrir. Others, donc others, ça va être tout ce qui est autre qui n'est pas dans la liste qu'on est en train de regarder. Donc on peut faire des block quotes, hein, donc ça met une citation avec un trait sur la gauche. On peut faire du truncate, donc couper du texte. On peut faire un divider, donc ici le trait horizontal, donc c'est une div class divider. Vous pouvez faire des médias responsives, donc là l'image qui va être en responsive. Vous pouvez changer les curseurs, donc curseur tiré, et il y a un certain nombre de curseurs qui existent. Vous avez des overflows, donc les opacités, les positions, les z-index, donc z-index- et une valeur. Et ensuite vous avez les classes W100 qui va prendre toute la largeur possible, H100 pour la hauteur possible, et vous avez lowercase, uppercase, capitalize pour changer les tailles de texte. Rounded, donc c'est pour faire des arrondis plus ou moins grands en fonction du numéro que vous mettez.
Et vous pouvez même mettre du top left, du top right, et ainsi de suite directement. Donc ici par exemple, on a un bouton qui est arrondi mais que sur deux côtés, enfin deux coins. Vous avez également des ombres, donc vous pouvez faire des ombres plus ou moins prononcées. Vous avez des overables, donc c'est par rapport à au survol, je vais y arriver. Les shadows sur des listes, sur des éléments plus clairs. Pareil en overable. Ensuite, vous avez les drop shadows sur des images, par exemple. Vous voyez là, le shadow, il est autour du logo. Et vous avez les text shadows, donc pour faire des ombres derrière du texte. Ensuite, vous avez tout ce qui est spacing. Donc là, par exemple, on a la classe container, donc je ne l'ai pas mise encore sur mon exemple. Donc ici, je pourrais très bien, dans mon exemple ici, mettre sur mon main une classe container. Et donc vous voyez que mon contenu va avoir des marges automatiquement. Donc c'est cette première étape. Ensuite vous avez les margins et padding. Donc M, MX, MT, MY, MR, MB, ML. Donc c'est les margins, top, bottom, right, left, ou X et Y pour horizontal et vertical. Les padding, on a la même chose. Et ensuite on a les espacements auto, les marges automatiques. En termes de typo, on choisit des tailles de texte. Vous voyez, là par exemple, font S1 jusqu'à font S12 pour donner des tailles particulières. Les headings pour les titres de H1 à H6. On a les classes H1 à H6 qui permettent de faire comme si on avait un H4, mais avec une span par exemple ou autre. Donc sémantiquement, c'est pas un H4, mais sur le principe, c'est visuellement comme un H4. Les alignements, les font weight, les line ace, le word break, donc pour savoir si on coupe les mots ou pas, également. Ensuite, il y a des plugins, vous pouvez éventuellement programmer ou récupérer des plugins. Vous avez toutes les informations SAS sur les variables, les mixins et autres, si vous voulez faire votre propre version. Et vous avez donc les informations de migration, donc ce qui change par rapport à la version 1. Donc par exemple, les anciennes classes c'était layout with side nav, maintenant c'est layout side nav, et ainsi de suite. Les classes de texte c'était txt, maintenant c'est texte. Les anciennes classes pour les boutons c'était small, large, et ainsi de suite, maintenant c'est btn quelque chose. Vous voyez qu'on a le avant-après, éventuellement avec toutes les mises à jour qui ont pu être réalisées. Donc voilà, globalement, après si vous voulez travailler un petit peu sur le fonctionnement général, vous prenez par exemple la modale qui est là. On va prendre le texte, on va aller le coller directement, on va le mettre après le footer, donc on va le mettre après le main. Voilà. Donc là sur le principe je vais avoir directement mon bouton qui devrait apparaître. Il est apparu en bas. Pourtant j'avais mis avant le footer, je crois. Modal footer. Alors, hop. C'est comme ça après main. Je vais mettre la modale après footer. Et le bouton, je vais le mettre dans main. Il est où mon bouton? Il est là. Je vais le mettre dans main juste après le formulaire. Voilà. Bon, mon bouton est là, donc je clique et j'ai ma modale qui apparaît. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement simple. Maintenant, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, sur le côté là, vous avez les options, les méthodes et ainsi de suite. Et donc les méthodes, on a open, close, donc on peut créer une modale et l'ouvrir en allant chercher la modale et en faisant un point open.
mais on peut aussi détecter si la modale a été ouverte ou pas. Donc par exemple, AX modal open, c'est un événement qui dit que la méthode open a été appelée. Et opened, c'est que la modale est ouverte, donc elle est visible pour l'utilisateur. Donc tout est indiqué. Voilà donc globalement pour cette présentation rapide et découverte de Accentix. Hein. Globalement, il n'y a pas énormément de changements par rapport à la version 1. Pour ceux qui ont l'habitude de la version 1, c'est pas perturbant. Il y a 2-3 petites choses à regarder un petit peu plus en détail, et vous avez la page de la mise à jour qui existe. Un framework toujours intéressant. Alors, il y en a qui sont anti-framework, hein, qui vont pas forcément les utiliser. Chacun son truc, chacun son avis. Mais si vous souhaitez utiliser un framework, celui-là peut être intéressant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous connecter sur le Discord. Vous avez le lien dans chacune des vidéos. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt.